Alors moi, je dois traiter un petit peu les atteintes cardio-respiratoires, mais côté plutôt pathologie interstitielle. Et puis du fait du temps un petit peu, j'ai quelques diapos sur le sommeil. Vous allez vite vous rendre compte que contrairement à l'exposé précédent, on a très très peu de données dans la littérature sur ces complications. Donc juste pour planter un petit peu le décor, voilà, je voulais vous montrer deux petits cas rapidement. Une patiente de 25 ans qui certes a une drépanocytose S, mais qui a une polyarthrite rhumatoïde assez sévère, vous voyez, destructrice, qui a déjà eu plusieurs lignes de traitement immunosuppresseurs. Et c'est vrai que vers les années 2010, alors qu'elle avait déjà une polyarthrite qui évolue depuis plusieurs années, on a découvert une pathologie infiltrative pulmonaire. Donc voilà le scanner thoracique de la patiente. Et vous voyez clairement qu'on a une pathologie infiltrative qui commence, si on déroule du haut en bas des poumons assez haut dans la partie des lobes supérieurs, mais qui, vous voyez, qu'on voit également dans les lobes inférieurs, et que la particularité à la fois d'avoir du verre des polypes, peut-être des zones un peu plus modifiées là, avec une distorsion, et puis aussi des anomalies au niveau du parenchyme que nous on appelle kystes, et qui se retrouvent ici. Donc, effectivement, on était un petit peu surpris. Encore une fois, là, peut-être la sévérité et puis la géographie des lésions sur le thorax, ça fait penser à autre chose qu'une maladie liée directement à la drépanocytose. Elle avait un trou ventilatoire restrictif, vous voyez que j'ai mis franc, mais qui n'était pas si important, en fait. Mais par contre, elle avait une vraie baisse de la DLCO. Et puis, vous voyez, donc, on a fait un bilan complémentaire qui retrouvait une alvéolite avec un certain nombre de macrophages, mais une formule peu modifiée, un lymphocyte à 9%, un neutrophile 7%. Par contre, on retrouvait sur les biopsies bronchiques, ce qui des fois est interprété comme aspécifique, mais qui dans le cadre là évoquait quand même une pathologie d'un infiltrat lymphoplasmocytaire. Et puis, en recherchant et réinterrogeant la malade, on avait découvert qu'elle avait quand même peut-être un syndrome sec et la biopsie des glandes salivaires accessoires, du fait de cette classification histologique, a donné des arguments assez importants pour évoquer un autre diagnostic, un diagnostic de Sjögren associé à sa polyarthrite rhumatoïde. Même si sur le bilan biologique, les anticorps spécifiques n'étaient pas présents, c'est le diagnostic qui a été un petit peu porté. Deuxième petit cas clinique pour planter le décor, une patiente de 41 ans, vous voyez, avec une drépanocytose, là encore SS, mais là compliquée, avec des complications aiguës multiples. Une dame qui avait été anonymisée, qui avait développé une néphropathie, qui était traitée par hydroxyurée inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et puis elle est arrivée dans un tableau à l'hôpital, pas vraiment un tableau de syndrome thoracique aigu en fait, mais une apparition d'une toux avec une dyspnée subaiguë. Et vous voyez, quand elle a eu le scanner thoracique, et qui était un angioscanner dans le contexte, à la fois on retrouve, vous voyez, des opacités dans les bases que vous direz peut-être on aurait pu prendre pour un début de syndrome thoracique aigu dans d'autres circonstances. Mais on voit d'emblée quand même qu'il y a d'autres opacités, qu'il y a un aspect un petit peu perlé des scissures, qu'il y a une petite infiltration péribroncovasculaire. Et puis, c'est des lésions qu'on peut voir aussi dans les lobes supérieurs. Et puis surtout, à ne pas rater, elle a des adénopathies, vous voyez, médiastinales très importantes dans tous les territoires, a priori non nécrotiques. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des ganglions chez les patients drépanocytaires, notamment au cours des STA, on en voit quelques-uns, mais quand même là, ils étaient très volumineux, ce qui a fait pousser un peu plus les investigations. Et effectivement, elle avait un trouble ventilatoire restrictif, là, cette fois-ci plus important, qu'une DLCO là encore basse. Et vous voyez que sur l'endoscopie bronchique, l'alvéolite lymphocytaire qu'elle avait, on a retrouvé des granulomes diffus à la fois sur la biopsie bronchique. Elle avait eu également dans ce cadre une BGSA qui retrouve aussi des granulomes diffus, qui a fait porter pour cette malade le diagnostic de sarcoïdose de stade 2. Donc en fait, c'est vrai que quand on parle des complications chroniques, voilà, j'ai mis un petit peu toutes les pathologies qu'on pouvait voir chez le patient drépanocytaire, et il y a toujours cette notion qui traîne, vous savez, de poumon chronique drépanocytaire, de pathologie infiltrative diffuse. Et en fait, ça vient d'une vraie ancienne série de 88, où effectivement, elle a été décrite par Powers, vous voyez, 28 patients, avec un syndrome interstitiel chronique associé à une hypoxémie chez des malades qui étaient peut-être les malades qui, à l'époque, c'est quand même, la prise en charge a beaucoup évolué depuis, mais qui avaient effectivement des complications aiguës de façon plus importante. En fait, cette classification qu'il avait proposée, qui était ce stade dans cette pathologie infiltrative, elle est un petit peu obsolète parce que c'était avant
le rafraîchissement, je dirais, qu'on a eu sur la complication qui était l'hypertension pulmonaire. Et on voit bien que dans ces stades, vous voyez, quand on voit l'écho-cœur et les pressions, ben, il y a un petit mélange probablement dans ces malades, de malades qui avaient à la fois une hypertension pulmonaire et peut-être une pathologie infiltrative, ce n'est pas très clair. Et il est clair que je pense qu'il ne faut plus retenir cette classification et qu'à mon avis, elle est assez peu utile pour vous au quotidien. Alors normalement, en plus, quand on parle de pathologie infiltrative dans le poumon, on est très attaché aux classifications qui ont été faites ces dernières années et qui sont en fait des classifications qui sont essentiellement histologiques. Il a des lombalgies. C'est ce qu'a présenté hier ici la description histologique dans le tableau. Et vous voyez qu'on sépare en fait, on a une classification histologique qui nous permet de séparer des pathologies très différentes. Une atteinte alvéolaire prédominante, bronchiolaire prédominante, quelquefois une infiltration lymphocytaire. Et ça correspond pas toujours de façon directe, mais il y a un diagnostic. En fait, quand on regarde sur le poumon, il y a très peu d'autopsies qui sont axées là-dessus, très peu de données dans les congrès, mais en fait, moi j'ai retrouvé une étude qui n'avait jamais été publiée avant, soumise sous forme d'abstract, où effectivement ils avaient fait des histologies, ils avaient retrouvé des oblitérations fibreuses des vaisseaux, donc probablement une maladie vasculaire pulmonaire. Ça me paraît très simple. Et il avait proposé aussi l'épaississement des parois alvéolaires qui pouvaient évoquer dans ce contexte une néovascularisation, des pigments ferriques. Voilà, on ne rentre pas du tout et on ne peut pas à l'heure actuelle, vu les données, rentrer dans une catégorisation classique pour nous de pathologie infiltrative. Ce qui par contre a été décrit au cours des années et qui sont des données tomodensitométriques, c'est un peu ce qu'on peut voir chez les patients qui n'ont probablement pas de pathologie infiltrative, mais qui ont une maladie drépanocytaire active, notamment avec souvent des syndromes thoraciques aigus, qui sont des zones un petit peu d'encoche, comme vous pouvez voir là, d'épaississement des septa qui ont été décrits sur cette série qui est déjà très ancienne maintenant pour la radiologie, et ces zones qu'on appelle les zones d'hyperatténuation pleurale, et vous voyez que là dans les bases, on a l'apparition d'un vrai syndrome infiltratif peut-être un peu plus important avec des condensations. Bon, ça, c'est sur les données tomodensitométriques anciennes. Il y a une étude plus récente en 2006 dans l'European Respiratory Journal, vous voyez, qui décrit ces petites opacités réticulaires que vous pouvez voir dans les bases, avec des fois un petit peu de verre dépoli. On peut observer de temps en temps vous voyez, une perte de volume avec une rétraction un petit peu d'une partie des segments des lobes inférieurs. Même si ça n'a pas été décrit dans l'étude, pour moi, tout ça, c'est quand même très évocateur de séquelles, souvent de syndrome thoracique aigu à répétition, mais là encore, c'est de l'expérience clinique, mais pour autant, il n'y a pas de série qui l'ont prouvé de façon claire. Il y a une pathologie peut-être un petit peu plus spécifique qui serait peut-être associée à la drépanocytose. Vous voyez, je suis très prudent. C'est parti d'une expérience clinique qu'on avait entre les deux centres à Tenon et à Mont-d'Or. On a eu l'impression qu'il y avait quand même des malades qui avaient, vous voyez, des pathologies kystiques. Alors, pour qu'elles soient pathologiques, ces kystes soient pathologiques théoriquement, il faut qu'ils aient des descriptions radiologiques très précises. Et surtout, il faut qu'ils soient relativement nombreux dans différents lobes du poumon, parce que sinon, on pourrait considérer que c'est quelque chose qui peut survenir de façon fortuite. Et on a eu effectivement un certain nombre de malades, vous voyez, 22 patients, mais en creusant un petit peu quand même dans les dossiers, qui n'avaient pas de cause de pneumopathie kystique comme celle que je vous ai montrée antérieurement, hein, c'est-à-dire pas de connectivite, pas de pneumonie lymphocytaire, pas d'autres maladies qui puissent expliquer ça. Quand on corrèle ça à leur profil phénotypique avec des malades appariés, on ne retrouve pas forcément, vous voyez, de différence notable. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être une entité qui existe. Encore une fois, je ne suis pas complètement certain. Donc, en fait, mon message aujourd'hui, c'est il faut que vous gardiez vos réflexes devant la pathologie interstitielle que vous avez de médecins, je dirais, internistes. Et effectivement, je pense qu'il faut commencer à s'y intéresser encore une fois, quand cette pathologie interstitielle, elle n'est pas limitée au lobe inférieur chez les patients qui ont eu des syndromes thoraciques aigus peut-être à répétition, qu'elle est bien sûr évolutive, si vous faites des scanners pour vérifier un petit peu l'évolutivité. Et puis, et c'est là où je reviendrai un peu là-dessus,
Il faut quand même, si vous vous basez sur le test respiratoire pour faire de l'imagerie et faire des explorations complémentaires, peut-être considérer quand même qu'il faut des syndromes restrictifs déjà francs et avec des CPT, vous voyez, des capacités pulmonaires totales, des capacités vitales fonctionnelles quand même largement en dessous de 70% et une DLCO corrélée au taux d'hémoglobine relativement basse pour essayer de faire des explorations. Puis après, ben, si c'est le cas, je crois qu'il faut que vous restiez complètement ouvert et que vous oubliez un petit peu peut-être la drépanocytose et vous savez que l'enquête étiologique est une des plus grandes difficultés en médecine, en tout cas pour nous pneumologues. C'est un interrogatoire très complet sur les médicaments, les expositions, la recherche de signes qui pourraient orienter vers une maladie auto-immune ou systémique. Vous voyez, l'examen, on va s'orienter surtout sur tout ce qui pouvait être extra-pulmonaire qui pourrait nous orienter là encore sur une maladie auto-immune. Et puis le bilan biologique, voilà, on va faire un bilan immunitaire très large. Et puis une électrophorèse des protéines. Il ne faut pas oublier que vos malades ont plus de risques de faire des connectivites. Hein, donc ça, c'est un point qu'il faut garder toujours dans la tête. Et puis, c'est vrai que nous, on s'oriente quand même un petit peu avec la fibroscopie bronchique, le lavage et les biopsies, même si, on peut le dire, c'est assez rarement caricatural, ça vous donne, en dehors de la sarcoïdose, assez rarement des diagnostics, c'est quand même, ça nous oriente, nous, pour essayer de nous profiler. Et puis, ne pas oublier l'échographie cardiaque. Mais là, je crois que vous êtes complètement convaincu par le premier exposé. Quand on est en train de parler d'une dyspnée, d'une aggravation de la fonction de ces patients, il faut bien sûr avoir une échographie cardiaque de très bonne qualité. La biopsie pulmonaire, vous avez compris, il y a très peu de données dans la littérature. 2, c'est un geste quand même assez agressif chez vos patients. Et c'est vrai qu'on a pour l'instant, on va très rarement, voire pratiquement jamais, à la biopsie pulmonaire pour ces patients. On pourrait critiquer cette attitude, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas passé le cap, vous voyez, pour essayer à la fois d'avoir des diagnostics plus précis et peut-être aussi faire des progrès pour la compréhension de la maladie. Alors, ça me permet de vous parler de nouveau des épreuves fonctionnelles respiratoires de base. Vous voyez, je vous ai donné des seuils sur lesquels vous devez vous inquiéter, qui ne sont pas tout à fait les seuils classiques, parce que les seuils classiques, pour faire simple, ce qu'on demande de retenir aux étudiants en médecine, c'est 80%. C'est-à-dire en dessous d'une capacité pulmonaire totale inférieure à 80%, d'une DLCO inférieure à 80%, on considère normalement que c'est pathologique. Or, on a beaucoup de séries, et c'est vrai aussi, vous voyez, il y a des petits chiffres maintenant qui apparaissent aussi chez les enfants, mais on a des séries pour évoquer quand même les patients drépanocytaires pour des raisons différentes. Vous voyez, la relation avec la maladie drépanocytaire qui est sur la colonne de gauche, elle est différente suivant les études, mais les patients drépanocytaires ont probablement un petit syndrome restrictif de base. Ils ont de temps en temps des syndromes obstructifs, il ne faut pas rater un asthme vrai ou une hyperréactivité bronchique ces patients, mais ils ont des chiffres un peu plus bas et c'est, je dirais, à peu près la même chose sur la DLCO. Vous voyez, il y a eu quelques études françaises avec une cinquantaine de patients. Il y a eu une grosse étude qui est l'étude ici de la cohorte américaine qui a été publiée en 2006. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on considère que c'est pathologique probablement à des seuils plus bas que ce qu'on ferait pour d'autres patients. Est-ce que pour autant il faut surveiller ces EFR? Vous savez que pour une fois on est d'accord, semble-t-il, avec les Américains. C'est que non, on n'a pas l'impression à l'heure actuelle, hein, on est d'accord que s'il n'y a pas de symptômes particuliers, s'il n'y a pas de modification de l'imagerie, il n'est peut-être pas nécessaire d'effectuer des tests respiratoires réguliers chez ces malades. Et donc, on considère qu'il faut les faire que si y a une dyspnée qui apparaît, une symptomatologie. On peut discuter de le faire après des syndromes thoraciques très graves, un peu à cause des petites lésions que je vous ai montrées sur le scanner, parce qu'on peut imaginer que c'est associé à une altération, mais pour autant, on n'a pas de données très claires dans la littérature pour dire qu'à la fois ça existe et à la fois c'est très bien de le faire. Dernier petit point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le sommeil et l'hypoxémie, parce que je sais que c'est une question que vous posez souvent, et là, malheureusement, alors on est encore plus sec au niveau de la littérature. En fait, la littérature a l'air plus importante chez l'enfant que chez l'adulte, et effectivement, il y a eu des données assez convaincantes sur la fréquence de la désaturation et de l'hypoxémie nocturne. C'est souvent un peu mélangé, avec des définitions très variables dans les papiers, mais avec une fréquence très élevée chez les enfants.
crois que chez les enfants, il faut garder un réflexe que quand on parle d'hypoxémie nocturne et troubles du sommeil, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent avoir des végétations très importantes et que ça peut être un mode de découverte d'un sas obstructif avec une thérapeutique quand même relativement facile. Et puis, on sait qu'il y a peut-être, mais là, il y a une grosse discussion et avec des données très contradictoires, que peut-être les malades qui ont une hypoxémie de base, et vous en avez un certain nombre, sont peut-être plus à risque de majorer leur hypoxémie nocturne, mais ce n'est pas, encore une fois, très clair, et peut-être d'avoir des troubles du sommeil plus définis. Par contre, dans la littérature, il y avait quand même des données, entre guillemets, pas inquiétantes, mais quand même qui mettaient que peut-être il pouvait y avoir une relation avec des complications, vous voyez, relativement sévères, à type d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'était des études chez l'enfant. On a envie de penser que la CVO nocturne et que le priapisme peut-être pourrait avoir un lien avec ces épisodes. Pour autant, moi, je n'ai pas trouvé de données très claires dans la littérature. Si on regarde sur les enregistrements, vous voyez, de sommeil sophistiqués, faits par des spécialistes du sommeil, en fait, on a assez peu d'études. Et elles sont quasi exclusives, ces études, quand il y a un enregistrement polysomnographique chez l'adulte. Et vous voyez, petite série, 32 malades, 20 malades, 46 malades. Et bien dans la première étude que je vous ai mis, qui est en 2015, donc c'est des données assez récentes, ben, vous voyez sur 32 patients, mais qui étaient symptomatiques, donc qui devaient avoir des troubles qui évoquaient une pathologie du sommeil, ben, on va retrouver dans 44% des cas un index d'apnée-hypopnée pathologique. On peut discuter sur la gravité ou pas, parce que vous voyez, on a un intervalle de confiance qui va de 10 à 24 apnées-heures, ce qui n'est pas quand même des index très sévères pour une pathologie du sommeil. Il y a eu aussi, pour moi, une seule étude qui a été faite chez les malades tout venant. Vous voyez, 20 jeunes adultes, donc inférieurs à 30 ans, non symptomatiques. Et effectivement, vous voyez qu'ils ont un seuil qui, pour les enfants, peut être considéré comme pathologique, supérieur à 5, qui, pour les adultes, nous paraît encore raisonnable, mais c'est vrai qu'ils sont très jeunes. Et on retrouve là encore une certaine fréquence, 50%. Et puis, il y a cette étude qui a été faite, qui est peut-être la plus précise, je trouve, qui est sur 46 patients qui étaient soit symptomatiques, soit qui avaient des hypoxémies ou des désaturations nocturnes. Et vous voyez, ils retrouvent quand même un index d'apnée-hypopnée de façon importante chez ces patients. Et ils le retrouvent aussi, mais pas de façon majeure, vous voyez, chez les malades qui désaturaient, il y en a 8 qui avaient une association avec un index d'apnée-hypopnée élevé. Ce qui fait que, bon, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de corrélation. Il y a un doute quand même là-dessus entre les deux. Et puis, par contre, ils ont retrouvé, eux, une certaine corrélation avec les réticulocytes et la désaturation nocturne, ce qui, bien sûr, vous évoquez un lien probablement avec une physiopathologie connue de la maladie. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, je trouve que c'est bien représenté par cet éditorial qu'avait fait, ce commentaire qu'avaient fait des auteurs dans Sleep Medicine en 2020 sur les patients. C'est un vrai problème et je trouve que pour l'instant, on n'a pas assez de données pour vous donner des recommandations claires. D'ailleurs, je pense que nos recommandations nationales ne portent pas trop sur le sommeil, ils sont assez floues. Bon, moi, je vais répondre comme un pneumologue, c'est-à-dire il faut garder quand même, là encore, comme un autre malade, les signes cliniques. Et vous savez qu'ils sont multiples, ronflement, pause, étouffement, agitation nocturne, la polyurie nocturne, et puis, à l'inverse, dans la journée, la somnolence diurne et puis les céphalées matinales. Vous savez que dans les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés, il y a les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension et la surcharge pondérale, voire l'obésité. Donc, je pense qu'il faut y penser. Il faut que les cardiologues aussi y pensent quand ils prennent en charge ces malades. Je crois que là, il faut le faire assez systématiquement. Et puis après, si on s'intéresse à des choses plus spécifiques de votre pathologie drépanocytaire, est-ce qu'il faut le rechercher systématiquement chez les malades qui font des CVO nocturnes, du priapisme de façon importante, qui ont une hypoxémie de repos? J'aurais tendance à dire oui, mais honnêtement, je n'ai aucune donnée. J'espère qu'il y a un PHRC qui est fait depuis longtemps à Mondor, donc j'espère qu'on aura probablement bientôt des données un petit peu plus détaillées sur ces malades, nous permettront d'avancer. Mais je dois reconnaître que voilà, on ne peut pas vous donner de recommandations précises. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'un enregistrement polygraphique ou une saturation simple nocturne ne vous permettra pas d'adopter
le meilleur traitement pour ces malades. Il ne suffira pas de les mettre sous oxygène pour penser que vous faites bien, notamment s'ils ont un syndrome d'apnée du sommeil associé. Donc, je crois que vraiment, il faut demander à des spécialistes du sommeil. Il faudra faire pour ces malades, la plupart du temps, des polysomnographies complètes et non pas des polygraphies qu'on peut faire dans des cas très simples de troubles du sommeil chez l'adulte qui n'ont pas de pathologie drépanocytaire.